Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de conversation. Cette chaîne d'information est dédiée à la rencontre avec des professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents en situation de handicap. Nous allons rencontrer des professionnels de la santé, du secteur du médico-social et de l'éducation. Nous allons aussi rencontrer des usagers. Je suis Isabelle Moron, psychomotricienne. Notre objectif, c'est de vous aider à répondre à vos questions, que cela soit de l'ordre du professionnel et du personnel, et à réfléchir à l'importance de la qualité de vie au travail pour garantir la qualité des soins et l'engagement des professionnels. Dans les prochains épisodes, on aborde la thématique de l'installation en libéral. Plus précisément, comment créer un lieu de travail de rêve. Est-ce que c'est une des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels et garantir la qualité des soins? Quels sont les bénéfices pour les familles, les enfants et les professionnels? Nous parlerons aussi des stratégies pour réussir de tels projets. Pour parler de ces différents sujets, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir Gaëlle Blervac. Gaëlle et son mari Geoffrey sont tous les deux les créateurs d'un espace innovant, l'espace Goéland. Bonjour Gaëlle et merci beaucoup de participer à ces vidéos et à ces podcasts. Bonjour Isabelle, merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc on va commencer tu vas commencer par te présenter si tu es OK. Oui, je m'appelle Gaëlle Blervac, je suis psychomotricienne et formatrice. Je suis diplômée de 2003. Je suis maman de 3 enfants, une grande jeune fille qui va avoir 17 ans, une jeune fille un peu moins grande qui en a 14, et puis un petit garçon qui grandit, qui en a 11, qui grandit puisqu'il me dépasse presque bientôt à 11 ans. Donc voilà, j'ai une belle fratrie. Et puis je suis mariée avec un psychomotricien et on habite depuis quelques années dans le Jura. Enchantée. Enchantée. Et maintenant, on va parler aussi de ton expérience professionnelle. Donc, depuis que tu es diplômée, dans quelle structure tu as travaillé, quel public tu as rencontré. Oui. Alors moi, j'ai commencé donc en 2003 et j'ai commencé dans le sud en structure hospitalière, en psychiatrie adulte, avec des patients psychotiques vieillissants, en état de crise, en état aigu de décompensation ou pas. Et j'ai travaillé longtemps en institution, donc de la psychiatrie adulte à tout ce qui était du domaine de la psychiatrie infantile, en CESAD aussi, en IME, en ITEP, en centre de rééducation. Enfin voilà, j'ai une longue expérience en institution, en EHPAD, avec des populations très variées et des âges très variés aussi, puisque du tout petit jusqu'à la personne très âgée. Donc j'ai pas mal vadrouillé au niveau professionnel, et dans le métier et dans la France, puisque je suis passée du sud de la France au nord de la France avant d'arriver dans le Jura par choix familial. Et donc voilà. Depuis 2008, on a développé un cabinet avec mon mari, donc en 2008 dans le Jura, un cabinet de rééducation. Au début, on a été entre le salariat dans les institutions et la rééducation en cabinet. Et depuis quelques années, on n'est plus qu'en cabinet, sur un mode très classique au début et puis progressivement un peu plus novateur. Mais on travaille toujours en partenariat. J'apprécie beaucoup l'interdisciplinarité, mais j'apprécie beaucoup aussi mon autonomie et ma capacité à pouvoir créer, imaginer, inventer mon métier sans parfois être toujours un peu entravée par les carcans institutionnels. Donc j'interviens en EHPAD toujours auprès de CESAD, d'IME, ou d'autres projets ponctuels comme des centres d'addictologie. Ou voilà. Donc j'aime bien inventer, innover, et puis les nouveaux projets qui nous font repenser notre pratique et sortir un petit peu du train-train quotidien. Donc, finalement, quand j'entends, tu continues à travailler avec tous les publics. Ça, tu n'as pas décidé de te spécialiser dans un domaine particulier. Non, ça a été une longue réflexion justement au début parce que je voyais plein de professionnels psychomotes qui se spécialisaient. Je me dis, est-ce que tu devrais... Alors, j'ai un cheval de bataille, je suis un petit peu plus spécialisée dans la rééducation de l'écriture, mais c'est pas, je ne fais pas que ça.
Et pour moi, c'était poser la question, est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu te spécialises? Est-ce que tu serais meilleur professionnel à te spécialiser? Peut-être que je repenserai cette question un jour. Aujourd'hui, je me suis dit que ma spécialité, c'était la psychomotricité et que du coup, voilà, je suis généraliste en psychomotricité et quand j'ai un patient, j'essaye de me spécialiser dans ce patient-là en reprenant un peu mes bouquins si besoin, parce que les choses évoluent ou les souvenirs un petit peu atténuent la précision de nos connaissances. Mais voilà, j'aime varier les publics et puis toujours être dans la réflexion avec ce public-là, ce patient-là, qu'est-ce que je peux faire en tant que psychomotricienne. Et voilà. Bah ça, c'est super intéressant. C'est une thématique effectivement qu'on souhaite développer au niveau des podcasts sur comment se spécialiser ou pas au final, parce que c'est aussi des questions voilà, qu'on se pose en tant que professionnel. Bon, merci. Un petit extra dans le podcast. Donc tu as appris énormément de choses, aussi bien en structure qu'en voyageant en France. Donc, tu as dû voir différentes façons finalement de travailler en tant que psychomotricienne. Et donc, quel bilan tu ferais de toutes ces expériences, que ce soit positif, négatif? Alors, par rapport aux structures, aux libertés. On va dire tout ton cheminement, que ce soit en structure ou l'activité mixte, avant de parler de Goéland. C'est vraiment ce cheminement avant la création de l'espace Goéland. Moi, il y a peut-être deux choses qui nous amènent un petit peu à créer Goéland et à nous mettre en libéral, mon mari et moi. C'est une conception du soin vieillissante et de la place des parents dans le soin qui ne nous correspondait pas ou plus. Parce qu'on est devenu parents et puis parce qu'on avait fait l'expérience des rééducations pendant plusieurs années sur un modèle très classique, si je puis dire, à accepter des injonctions ou des orientations de structure qui, au début, quand on est jeune professionnel, on dit que c'est ça et qu'on n'a pas d'autre choix. Et puis très rapidement, ça, je m'en suis décalée à déjà en institution, dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas dans ma conception professionnelle et qui étaient importantes pour moi. Mais on est toujours un peu limité parfois dans certaines structures. Donc ça, il y avait ce constat-là où la société, de façon générale, pas que les structures, avaient souvent tendance à déresponsabiliser les parents quant à leur capacité à accompagner leurs enfants et la capacité à les, à les aider, les aider à grandir. Enfin, nous-mêmes parents, on nous avait dit à des professionnels, quand on avait accouché de notre première, faites-nous confiance. Et puis heureusement qu'on s'est fait confiance à nous, parce que les professionnels, à ce moment-là, voilà, ils n'étaient pas au top de leur capacité à nous accompagner. Et donc ça, c'était important pour nous de dire on replace le parent au cœur du développement de l'enfant et ça, et on le responsabilise. On est soignant, mais on n'est pas tout puissant, on n'est pas magicien. On ne peut pas avancer sans les parents et on ne peut pas avancer avec des injonctions de structure ou de société enfin voilà, dans notre pratique. Donc voilà, c'était vraiment les deux constats qui m'ont le plus embêtée au début de ma carrière et qui parfois m'embêtent, mais je m'en libère un peu plus. J'ai moins de scrupules en tout cas à m'en affranchir, tout en restant dans un cadre, bien sûr, il y a des lois, des contraintes, des limites, mais voilà, je me sens plus libre à sortir un petit peu de ces sillons qui évoluent avec les lois qui sortent, mais parfois c'est encore un peu long, quoi. Ça évolue voilà, doucement. Et est-ce que tu pourrais dire que quand même il y a eu un moment une souffrance dans tes valeurs, toi, de soignant, les valeurs institutionnelles, et finalement c'est cette souffrance-là qui t'a permis de passer le cap et d'aller vers de la création J'ai jamais eu de souffrance à ce niveau-là, parce que j'ai jamais accepté en fait. J'ai essayé de prendre du recul pour pas tout envoyer bouler. Pour aussi construire avec l'existence, pas toujours évident, hein. On imagine des choses est-ce que c'est les bonnes perspectives ou est-ce qu'on a la vérité? On l'a jamais, donc, mais on a des représentations et à un moment donné, c'est important de prendre du recul par rapport à ces représentations, mais en même temps, ne pas accepter. Ça m'a jamais mis en souffrance et à partir du moment où je me sentais plus en adéquation avec la politique, je ne poursuivais pas mon travail, par exemple. Je me souviens tout au début, j'ai travaillé en EHPAD, dans un EHPAD très très chic, très très beau, haut de gamme, tout était bien ficelé, mais rien pour le résident.
J'ai œuvré pendant plusieurs mois pour essayer d'y mettre ma patte professionnelle, même si j'étais jeune professionnelle à l'époque, donc peut-être un peu moins osé. Et au bout d'un certain nombre de mois, essayer de faire évoluer, d'y mettre ma patte, de dire bah là, de mettre en évidence aussi les incohérences. Je voyais que ça bougeait pas. Bah, je suis partie et je dis je peux pas cautionner, mais je peux pas me mettre en souffrance à essayer de tout porter, tout changer. Si rien ne veut bouger, c'est pas le moment pour eux et je peux pas accepter ça. Donc j'ai plutôt été souvent dans cette dynamique-là, essayer de rebondir et puis pas atteindre le point vraiment de souffrance pour imaginer le changement. Donc, prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres, c'était quand même un peu la base. Donc quand ça allait Oui, pas, voilà, de... oui, et puis prendre soin de moi et puis me dire que je pouvais pas cautionner cette non-prise de soin de patient. Et donc il arrive un moment, on essaye de pointer, voilà, de pointer, de mettre en évidence, mais au bout d'un moment, bah, l'impossible nul n'est tenu, donc il arrive un moment, s'il faut changer, quoi. Donc voilà, une acceptation. L'acceptation. Non, c'est super. On avait déjà eu un autre podcast où, bah, effectivement, le changement, ça peut être facile pour certains. Dans l'autre rencontre que j'avais eue, c'est vrai qu'elle disait que c'était très compliqué quand on a des projets de famille ou autres, que des fois on a envie de changer, mais qu'on se met aussi des barrières. Donc c'est bien d'entendre aussi le témoignage où oui, on peut changer et derrière, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est ça Mm. aussi. Et c'est vrai que, moi, ce que je peux constater d'un point de vue, j'ai le sentiment que souvent, alors est-ce que c'est une question d'éducation, de pédagogie au début, etc. C'est que le français a souvent peur du changement et a besoin d'un temps pour digérer, s'adapter et changer. Alors dans les institutions, moi, dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, un nouveau directeur, etc., qui annonçait le changement, tout de suite, c'était on sort les parapluies, on se cramponne à l'existant sans se dire que le changement est peut-être bon. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à me dire, il n'y a pas de hasard. S'il y a quelque chose qui se présente sur mon chemin, eh ben, je fais pas, voilà, je pars pas bille en tête comme ça, mais j'ai confiance. Je me dis que je suis allée au bout de ce que je pouvais donner, qu'il n'y a pas de hasard à la situation, qu'il y a autre chose pour moi et qu'il faut que je fasse confiance en la vie. Au moment, c'est pas tout à fait clair, toujours très évident à discerner, mais je sais qu'il va y avoir autre chose de mieux et que ça a du sens. Ça va prendre son sens en tout cas. Donc, C'est très joli. Moi, j'aime bien. J'ai aussi un peu la même philosophie. Bon, on va maintenant passer un petit peu à ce que tu vis actuellement et parler de la création de l'espace Goéland. Allons se le soigner. Alors, Goéland, au vu un petit peu de ses vécus, ce constat, il y a quelques années, donc en institution, avec des situations familiales ou d'évolution de l'enfant qui auraient pu être un petit peu plus amoindries dans la difficulté ou voire éviter s'il y avait eu un peu plus d'anticipation et de guidance et de prévention. On s'est longtemps penché sur qu'est-ce qu'on aimerait faire, nous, de plus que ce qu'on faisait pour nos patients, où on arrivait tardivement. Quand on a commencé dans le Jura, le psychomotricien n'était pas connu. En libéral, encore moins. Développer une activité professionnelle en libéral quand c'est pas remboursé dans une zone un petit peu, pas forcément avec beaucoup de moyens, c'était un gros challenge. Et on avait vraiment les patients, on était le bout de la chaîne. Je me souviens de l'un de nos premiers patients, il avait 12 ans, il était vraiment, il allait au collège en chaussons, il n'avait jamais été accompagné par une structure de soins, pas interpellé l'école parce qu'il gênait personne. Et là, il arrivait à 12-13 ans, et puis la maman m'a dit, on a cherché, en gros, on a tout essayé, maintenant il n'y a plus que vous. Bon, ok. Et donc, on voulait éviter ça parce que quand les parents ont un chemin long avec leur enfant, il y a du mal de fait quand même. Enfin, il y a du mal au niveau de la relation, au niveau de l'affect et puis au niveau du développement de l'enfant. Là, en l'occurrence, c'était un enfant TDC. Un enfant TDC comprend tôt. Le pronostic d'évolution, il est quand même plus positif et plus favorable que quand on le prend à 12, 13, 14 ans, même s'il y a encore des choses à faire. Et donc, on voulait justement anticiper, se dire, on peut venir un peu en amont. Donc, on s'est dit quoi, comment donc, la psychomote, bien évidemment. Donc, on a un peu vadrouillé en France, les maisons Berdolto, enfin, voilà, les
les temps d'éveil, il commençait à y avoir les lieux d'accueil enfants-parents, enfin voilà. Et dans ces espaces qu'on pouvait visiter, les échanges qu'on pouvait avoir, ça se rapprochait, mais c'était pas la psychomote. C'était pas, voilà. Et nous, on avait envie de psychomotricité qui, pour nous, est vraiment la base, l'essence du développement de l'enfant dans sa construction individuelle et dans sa relation à l'autre. On s'est dit, on veut un espace de psychomote, comme on offre aux enfants qui viennent en rééducation, on veut de la psychomote pour tous, où les parents peuvent venir librement, sans qu'il y ait de difficultés, sans demande potentiellement, mais venir se poser, jouer avec leur enfant et puis potentiellement trouver des réponses à des questions qu'ils pourraient se poser sur l'éveil, l'accompagnement de leur enfant, quoi proposer comme jeu, etc. Et à l'époque, moi, j'avais commencé une association. Et donc, en association, j'ai lancé l'asso, et puis dans un tout petit 26 mètres carrés. Et puis, j'ai cherché un peu des subventions pour avoir un espace plus adapté. J'ai sollicité la mairie. Et puis là, ils nous ont dit, non, vous n'avez pas assez pignon sur rue, ça ne fait pas assez longtemps. Revenez nous voir dans quelques années, et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. Puis les associations, des fois, ça s'essouffle on n'est pas tout seul dans l'investissement ou la disponibilité, les choix de vie, etc. Donc, c'est progressivement, les gens sont partis de l'assaut et restés Geoffrey et moi. Et puis, avec cette même insatisfaction de se dire, il y a encore beaucoup trop de situations où on ne fait pas confiance dans les parents et dans leur capacité à accompagner leurs enfants. Nous, à côté de ça, on avait nos 3 enfants. Avec une deuxième qui est dysphasique et avec un petit dernier qui aurait pu avoir des gros troubles du comportement, qui nous a demandé beaucoup de ressources pour pouvoir, dans une période de professionnelle, pour réussir à comprendre comment l'accompagner. Pourtant, c'était le 3e. Et là, on s'est dit non, il y a vraiment, il faut qu'on se lance. Et puis, du coup, en 2014, je dis à Geoffrey, écoute, on va arrêter toujours de tourner dans la tête, on va se lancer en nom propre, avec nos biens propres. Et puis en 2014, on a écrit au maire de Lons, quelqu'un qui tenait vraiment la route depuis des années, monsieur Pélissard, et qui a tout de suite vu l'intérêt du projet, qui était en projet réflexion maison de santé. Et du coup, dans ce projet-là, qui a dit, c'est là que je vous vois, est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on s'est senti du coup entendu et compris dans le projet. Donc, on est parti dans le projet Goéland en se disant, il y aura nos cabinets d'un côté et puis l'éveil de l'autre. Et puis ça a traîné, la maison de santé a pris du retard. Et donc, en 2016, on a investi nos biens propres et fait des gros crédits pour ouvrir Goéland dans un autre espace avant de déménager à la maison de santé. Et ça nous a permis d'éprouver le concept, de comprendre que, alors le concept financier, première chose, et puis le cadre théorique, la concept, enfin voilà, est-ce que psychomote, est-ce que d'autres professionnels, quel autre professionnel, et puis ce clivage qui était fait pendant des années entre rééducation et thérapie, se poser là entre éducation, éveil, prévention et rééducation. On n'a pas voulu faire d'amalgame, donc on a fait les deux. Et puis très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas pertinent. Déjà parce que de façon inconsciente, ce clivage est compliqué à faire. De façon inconsciente, il y a des gens qui venaient au début avec quand même des besoins, des questionnements. Donc ça a amené quelque chose de très tranché. Et puis, on avait une infrastructure qui était gigantesque, assez phénoménale. On était un petit peu, on est un peu au pays de Peter Pan, des grands rêveurs. Et on s'est dit, on a ça pour des gens qui viennent en éveil et on ne peut pas l'utiliser pour nos patients, c'est pas pensable. Donc, du coup, on a dû repenser le projet et puis progressivement, Goéland d'aujourd'hui, c'est adapté et puis modélisé de façon beaucoup plus fluide et dynamique avec plein d'axes de développement et qui, du coup, prend tout son sens. Donc on voit bien qu'il y a l'établissement rêvé et après il y a la mise en place, la réalisation et finalement Goéland c'est toujours en adaptation en fonction des besoins, de vos envies, des besoins des patients, des familles, c'est ça? Et puis de la société, je veux dire, la psychomote, c'est peu connu déjà en rééducation. Donc en éveil, au début, espace d'éveil et d'accompagnement psychomoteur, ça parle pas pour les gens, ça leur parle pas. Qu'est-ce que j'ai le droit de venir, mon enfant, il a rien. Qu'est-ce que je viens y trouver, tu vois? Donc ça, il faut déjà que ça rentre dans les mentalités. Donc au niveau du Jura, là, ça y est, ça commence à vraiment à prendre une bonne évolution. Il y a ce côté-là, et puis on a vraiment été coachés. Je suis d'une famille d'entrepreneurs, pas du tout du soin, et on s'est beaucoup entouré de leurs conseils quand on a ouvert, notamment avant et puis après. Et j'ai le souvenir de mon oncle et ma tante qui me disaient, mais
le projet n'est jamais à l'image de l'idée que l'on s'est fait. Il y a l'idée, et si on veut que le projet perdure, il faut après s'adapter à la réalité. Et ce ne sera pas ce que vous aviez comme idée. Donc au début, c'est dur parce qu'on a le sentiment que non, notre idée, elle est bonne. C'est ça qui va marcher parce que ça nous semble tellement évident. Et puis après, il y a ce qui fait que ça match, c'est la capacité de la personne à rebondir et s'adapter au changement et s'adapter à la nécessité de changement. Et donc nous, on a dû nous s'adapter, excusez-moi, on a dû s'adapter au changement. Et donc ce changement, c'était le modèle rééducation, éveil, ce clivage, ça ne matche pas. Le truc de se dire idyllique, les gens vont payer pour venir quand ils veulent, etc. On avait pensé à un coût d'abonnement, ça n'a pas fonctionné. Ça a hyper fonctionné, les portes ouvertes. On a fait 800 entrées en 2 jours, portes ouvertes. C'était le truc, c'était voilà, énorme. Et derrière, il y a eu un moment de dépression, si je puis dire, où il a fallu attendre que les gens reviennent. Du coup, ils sont venus voir et qu'ils reviennent derrière. Sauf que là, il y a des charges derrière. Donc, il y a la réalité qui dit comment on stabilise le business plan, quoi. Donc, on est dans de l'humain, on est là pour aider les gens, on donne énormément. On aurait pu, enfin, voilà, on s'est adapté sur plein de choses. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Et avec des choses positives, des choses des dommages collatéraux vraiment dommageables et coûteux pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça a rebondi et que c'est un beau projet, quoi. Mais il faut s'adapter et se dire que tout projet, quel qu'il soit, va changer. C'est pas ce qu'on avait imaginé, ce sera différent, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, ce sera juste différent. Ça sera différent. Le changement, on en parlait en introduction, hein, c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de soignants ou d'accepter le changement. Donc là, se dire je lance un projet, j'investis de l'argent, j'investis du temps et en plus il va falloir que je m'adapte parce que ça risque de changer sans arrêt, c'est un gros défi. Puis en plus, il faut tenir parce qu'on nous avait bien dit, c'est le plus dur, c'est les 3 premières années. On le dit, mais on n'en conscientise pas beaucoup. On se dit en quelques mois, il faut que ce soit à l'équilibre, mais en fait, les 3 premières années. Alors, il y a quand même un entrepreneur après qui nous a dit en 6 mois, vous avez encaissé plus de coûts que certains en 3 ans et vous êtes toujours debout. Donc voilà, je dis, j'espère que les coûts là, ils vont s'arrêter, qu'ils ne vont pas se multiplier pendant 3 ans. Mais c'est vrai que c'était quand même un gros boulot, surtout que le cabinet, enfin nous, le cabinet fonctionnait très bien avec Geoffrey, on gagnait suffisamment notre vie. On avait des patients avec qui ça se passait très bien, une reconnaissance professionnelle locale qui était bien. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on se lance? Est-ce que c'est ça qu'on veut vivre toute notre vie? C'est une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre le reste de notre vie? Je veux dire, c'est à 35 ans, il faut quand même se poser cette question-là et se dire, on a 25 ans encore devant nous, mais on avait 3 jeunes enfants, donc pareil, c'est qu'est-ce qu'on donne aux autres et qu'on ne donnera pas à notre famille et à nous-mêmes et à nos enfants, parce que c'est des gros sacrifices. Et on a fait une grosse réunion de famille avec nos enfants qui à l'époque étaient petits, mais la grande avait 6-7 ans quand même. Et on leur a expliqué un petit peu la situation. On leur a dit, voilà, c'est un projet de famille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre et de quoi ils se sont saisis? Certainement pas de toute la réalité, mais ça les impliquait tellement que c'était important qu'ils comprennent vers où on se lançait. On leur a dit, voilà, vous avez des facilités, des difficultés, mais enfin, ça va bien. Vous avez des parents qui sont unis, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a de quoi s'habiller. Enfin, aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas forcément cette chance-là. Nous, on a la chance de se dire qu'on a des enfants qui vont plutôt bien et peut-être que ça peut nous libérer du temps et de la disponibilité professionnelle pour aider plus et différemment. Mais ça va nous demander du temps, de l'argent, ça veut dire pas les mêmes vacances, ça veut dire que les vêtements, c'est pas pareil. Enfin voilà, des choses que peut-être que les gens au quotidien se confrontent à ces réalités-là, hein. Mais c'est quand même, enfin les enfants, ils doivent ils vont le vivre, donc il faut qu'ils le vivent. Donc on leur a dit, est-ce que vous êtes OK et est-ce que ça match pour vous? Et donc je me souviens d'Emma et d'Anaïs, Thomas était plus petit, qui étaient très contents et qui ont dit, enfin qui étaient OK, qui ont souffert certainement notre indisponibilité. On a essayé quand même de les préserver. Et aujourd'hui, ils en tirent une force et pas de rancœur.
En tout cas, aujourd'hui, un jour ou l'autre, ils auront peut-être besoin de nous reprocher certaines choses, certainement. Mais quand on les voit grandir, on se dit que bon, on s'est pas trop planté quand même. Et, euh, et puis ça a été une vraie force, mais parce qu'ils se sont sentis, je pense, partie prenante du projet, toutes les étapes, quoi. Puis les enfants aiment les modèles. Ça veut dire qu'ils ont quand même deux parents hyper inspirants. Ils ont sûrement dû les voir des fois pleurer, être au bout, mais jamais lâcher, rebondir et créer quand même un espace qui est reconnu dans le Jura. Mais moi, je suis à Marseille. Bon, après, c'est vrai que je connais le Jura, donc, mais qui est quand même reconnu partout maintenant en France, je pense. Oui. Donc voilà, ça doit être inspirant et ils doivent être fiers aussi. Ouais. Ouais. Oui, au début, quand on a ouvert Goéland, ils étaient avec nous dedans, hein. C'est-à-dire que les espaces d'éveil, du coup, on a testé notre psychomote. C'est-à-dire que alors j'étais soit en rééducation, soit en temps d'accueil. On faisait quand même du 7 jours sur 7 et on était ouvert public 6 jours sur 7. Le septième jour, c'était pour la comptabilité, le ménage, etc. Et du matin à 8 heures du matin, au soir 20 heures, voire un peu après. Donc, eux étaient à la sortie de l'école, venaient dans les espaces de Goéland. Et donc, ils ont appris aussi à nous voir faire sans pouvoir venir nous voir. Ou parfois, on a testé des séances et on a testé cette modélisation qui est très intéressante où du coup, on travaille en milieu ouvert. Donc, milieu ouvert devant les autres collègues, mais devant des familles. Donc, on s'adapte. C'est une situation écologique à la réalité de terrain. Il y a des fois, on ne peut pas paramétrer tous les facteurs, tous les invariants ou ce qui peut changer. Enfin, voilà. Donc, il faut s'adapter. Et donc, on a testé ça avec les autres patients, les autres collègues, avec les parents et les enfants et avec nos enfants. À quel moment ils peuvent venir nous voir et travailler avec nous ou à côté de nous et à quel moment non. Pour eux, c'était formateur. Pour nos patients, c'était très enrichissant. Et en étant nous vigilants à ce qu'il n'y ait pas de confusion d'espace. Donc c'est vrai que voilà, on avait un peu d'expérience avec Geoffrey, donc on l'a testé, et pour voir si c'était cohérent, si ça avait du sens. Et on ne va pas refaire d'enfants aujourd'hui pour les avoir de nouveau avec nous dans le Goéland. Mais on a compris le sens et jusqu'où on pouvait pousser un peu notre adaptation professionnelle et les gens, ça les a construits aussi de voir que on était parents, qu'on n'était pas des sur-hommes. Enfin, on l'est dans nos retours quand on est avec les parents. On parlait toujours de notre vie personnelle, mais il y a pas de frontière. C'est pas je suis parent ou professionnel. Enfin, je suis parent et professionnel. J'accompagne les parents avec cette dimension-là. Et je pense que c'est ce qui fait que il y a quand même une bonne résonance, enfin, au niveau des parents qui viennent, qui nous font confiance, puis des professionnels qui travaillent avec nous. Non, c'est super intéressant d'arriver à trouver quand même un équilibre, hein, vie privée, vie professionnelle et à permettre aux enfants de venir. C'est un modèle qui peut être sympa, peut-être pas adaptable dans toutes les situations, mais en tout cas, c'est vrai que c'est chouette de l'avoir pensé comme ça. Et on ne le faisait pas dans toutes les situations. On sait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des fois, Goéland, c'est fermé au public et c'est fermé, voilà, ils ne sont pas là tout le temps, maintenant ils ne sont plus là du tout. Et il y a parfois des familles et des gens qui nous connaissent. Enfin, le Jura, c'est petit, il peut y avoir des gens qui viennent, qui nous connaissent et nous, on est en rééducation. Donc tout ça, ça se pose et ça se pense. Et on sait quel patient on met sur les temps d'éveil et d'ouverture et quel patient on ne le fait pas. Donc on réfléchit. C'est pas allez hop, hop, ce matin, j'ai pas le choix, j'ai décidé, allez, tu viens avec moi et puis je te mets dans ma séance parce que ça m'arrange, parce que non, c'est des choses qui sont vraiment toujours pensées. Et justement, pour revenir à peu près, il vous a fallu à peu près combien de temps pour trouver l'équilibre d'un point de vue financier et familial? Et quels seraient les conseils pour oser créer ce genre de choses? Est-ce que, j'entends, c'est une famille qui était entrepreneur, mais des fois, il existe des structures d'accompagnement, des choses comme ça. Est-ce que vous avez fait appel à ce genre de structure, même pour créer des business plans, des choses comme ça? Parce qu'en tant que soignant, on n'est pas du tout formé au monde de l'entreprise. Et voilà, ça s'apprend aussi, ces Oui. deux mondes qui sont quand même compliqués. Alors, il y avait ma famille, mais on s'est pas appuyé que sur ma famille. On a aussi cherché, on a eu un crédit de 15 000 euros à taux zéro auprès d'une structure qui aidait un peu. Alors nous, notre investissement, quand même, de départ, était en gros de 200 000 euros. Donc un crédit à taux zéro de 15 000 euros, vous voyez, hein, on voit on fait vite les comptes. Le reste, c'est pas du taux zéro. Donc, mais bon, on s'est quand même pas privé de certaines possibilités qui s'offraient à nous. Euh,
on avait déjà tissé un réseau de confiance sur le Jura avec le banquier, euh, le, le comptable, et puis des personnes du monde, pareil, de l'entrepreneuriat. Alors, au niveau gestion comptable, qui nous ont pas trop aidés, mais au niveau moral et conseils sur comment tenir ou avoir un peu des regards extérieurs, c'est important. Voilà, d'avoir des gens extérieurs qui poussent à la réflexion et qui sont pas dans le nez dans le guidon, donc du coup, qui sont aussi des souffles d'air, qui viennent nous dire ce qu'on fait, on est sur le bon chemin, même si c'est pas facile et ça va aller. Donc c'était important. Après, du début, nous, on a tout mobilisé et modélisé et du coup, aujourd'hui, on connaît ce que c'est. Il y a certainement des choses qui pourraient changer parce que les textes de loi, les structures juridiques changent, etc. Mais comme on a dû tout modéliser et c'était nouveau, le comptable n'y connaissait rien. D'un point de vue juridique, il y a eu plein de malfaçons. Donc, il a fallu, j'ai dû me former, moi, autant que mon comptable, sur beaucoup de choses et ne pas lui faire confiance. Donc, moi, le premier conseil que je ferais, c'est faites pas confiance, il va falloir se former. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déléguer. Au bout d'un moment, on est obligé de déléguer. Je ne fais pas toute ma compta. J'ai commencé à prendre une secrétaire, mais parce que il y avait trop de choses aujourd'hui. Mais je suis capable de gérer et je connais autant que ceux à qui je délègue. Donc, et ça malheureusement, je pense qu'on ne peut pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on aura beau avoir un juriste, un comptable, un banquier, etc. Si on n'en connaît pas un minimum et qu'on ne cherche pas à comprendre le minimum possible, ce sera difficile, je pense, d'entreprendre et d'investir. Donc ça, c'est ça. C'est Voilà, malheureusement, je pense que un gros travail préparer. parce qu'on continue à se former en tant que psychomotricien et Oui, ça veut dire qu'il faut aussi se former en tant qu'entrepreneur et on est sur les deux volets et c'est des semaines de 7 jours. c'est ça. Donc c'est un sacré Et boulot quand même. on fait des deuils et des mises entre parenthèses à des moments donnés, parce que du coup, moi, dans cette période-là, j'ai pas eu le choix. Il y a eu des erreurs de choix de statut juridique, donc ça nous a coûté quand même très cher. Hein. Tu m'as dit de pas enjoliver, je le dis. Non, mais ouais, voilà, parce que quand on voit l'espace goéland, ça fait rêver. Donc il faut aussi remettre le contexte, c'est que ça ne sort pas d'un chapeau magique. Hein. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, il en faut un pour savoir ce qui fonctionne. Au début, on nous demandait de pouvoir lancer un nouveau goéland. On ne s'est pas senti de le faire tant qu'on n'avait pas vu ce qui marchait et comment stabiliser. Donc aujourd'hui, on lance une autre structure, on ne perdrait pas l'argent qu'on a perdu. D'un point de vue de la com, d'un point de vue statutaire, d'un point de vue des investissements financiers. On a perdu, mais voilà, c'était comme ça. On aurait peut-être perdu plus à pas rebondir, à faire différemment. Donc, c'était comme ça. Mais c'est vrai que ça a demandé de rebondir. Et au début, on a changé les statuts, il a fallu repenser. Alors, on n'est pas assujetti à TVA en tant que psychomote. Nous, on avait fait tout le business plan. En faisant des études de marché, en lisant des livres, enfin bref, on a sorti des chiffres qui étaient très rassurants en ayant le sentiment de les faire bas ces chiffres. Et quand on a ouvert, premier constat, nous on a fait un business plan sans prendre en compte la TVA, sauf que tout le modèle rééducation éveil, c'était sous chante la TVA. Ça fait que déjà, le business plan, il était faux de 20%. Déjà, rien qu'au début. Et quand on prend en compte ça, voilà. Donc, il a fallu vraiment tout repenser. Donc, ça a demandé de rebondir, de voir le comptable. Alors, on a un banquier qui nous suivait, qui nous a vraiment fait confiance parce qu'avant, on avait été gage de cohérence dans notre parcours professionnel et personnel. Et il croyait dans le projet. Donc, il nous a suivis du début à la fin. Et puis, il a vu qu'on posait des actes qui étaient cohérents et rassurants pour lui. Le comptable, j'ai jamais fait l'outre. J'ai toujours été chez le banquier, chez le comptable, à dire non, on est là, on fait machin, même s'il y a des fois, je savais ce qui allait ressortir au niveau des chiffres. Mais voilà, il fallait tenir bon, et puis il fallait être droit, et puis il fallait avancer. Donc, et puis progressivement, ça s'est stabilisé. Et là, à 3 ans, donc là, c'est 2016, donc on est en 2022, on a sorti, on n'est pas année civile, on est du 1er septembre au 31 août. Et donc là, au 31 août 2021, on a sorti le premier bilan positif. Ah ouais, oui, c'est quand même très long. Ça met du temps, mais au regard du fait qu'on a fait des gros investissements au début.
Hein, il y a des choses, on a rénové, on a fait 50 000 euros hors taxe de rénovation d'un bâtiment. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin de le faire. On n'aurait pas les mêmes, tu vois. Donc, on a mis du temps parce que ça a demandé de modéliser, de stabiliser le business plan, de stabiliser le modèle conceptuel au niveau des séances, de l'éveil, etc. C'est rajouter à ça la formation qui a pris des proportions. Là, on a rebondi. Je ne m'attendais pas à ce que la formation se développe comme ça. Donc, j'ai créé l'organisme de formation. Et de façon parallèle, j'ai commencé un poste de directrice dans une école à Besançon. Donc, voilà, tout s'est enchaîné d'une manière où on ne s'attendait pas à ces évolutions, mais elles ont été très bien, mais ça a mis du temps pour stabiliser le modèle. Aujourd'hui, on accompagnerait quelqu'un, on sait mieux là où il faudrait aller plus et insister, là où ça ne gagne pas d'argent. Clairement, l'éveil aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ça ne gagne pas d'argent et ça nous coûte de l'argent. Mais par contre, c'est tellement positif et bénéfique. À côté de ça, j'ai un business plan qui est équilibré autrement. Voilà. Alors, je pourrais dire, je garde tout l'argent pour moi et puis je clôture l'éveil. Et là, c'est le soignant qui va parler, qui va dire, bah non, l'éveil et la prévention, c'est quand même quelque chose qu'on doit développer en tant que soignant. Et c'est vrai que ça serait hyper dur, bah moi je comprends, de fermer ce genre d'espace. C'est même pas pensable. Et puis là, on a déménagé dernièrement et une petite refermeture. On a fait 3 déménagements des espaces. Donc, pareil, il faut 3 maisons. Il a fallu 3 goélands. Il y a eu le premier, et le deuxième, on est allé à la maison de santé. Là, on vient de changer dans un nouvel et dernier espace. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu une petite fermeture parce que les locaux n'étaient pas adaptés. On a senti inconsciemment qu'il y avait quelque chose qui nous limitait dans la capacité. Donc, on avait encore cet éveil, mais qui ne s'est pas développé. Puis là, depuis quelques mois, alors je suis très enfin, je ne suis pas tout psychanalyste, tout rééduque, etc. Mais par contre, je crois vraiment en dolto, transmission d'inconscient à inconscient, etc. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert depuis cette perspective du nouveau déménagement. Et de nouveau, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles familles. On était encore sur les premières familles, mais de nouvelles familles qui viennent avec des bébés de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et dans un espace qui de nouveau réouvre ce champ d'accueil et d'éveil humanisé, parce qu'on était arrivé dans des locaux qui étaient très médicalisés. Là, on est de nouveau dans on est dans une maison tout court. C'est vraiment une maison qu'on a ajoutée avec un jardin, etc. Donc, qui prend quelque chose de très humain, mais quand même très professionnel. Donc, encore une fois, le fait d'avoir changé cette fois de local, carrément, ça crée encore une nouvelle dynamique. Comme quoi, là, le mot changement est très, très bénéfique quand même depuis le début. Et alors, il faut rebondir, hein. Parce que les anciens locaux, on était censé les acheter et puis la mairie avait changé et la nouvelle mairie a refusé de nous les vendre. Donc l'année dernière, ils nous ont dit non, on ne vend plus et puis on n'avait pas assez de place, on devait agrandir, ils ne voulaient pas qu'on agrandisse. On devait avoir des espaces extérieurs, ils ne voulaient pas. On s'est dit il y a trop il y a trop de choses qui nous poussent à autre chose. Donc je dis à Geoffrey, écoute, lui il est bon pour ça. Je dis cherche cherche-nous des trucs. Voilà, je sais pas quoi, mais c'est qu'il faut pas. Et il est très à regarder, les réseaux sociaux, c'est lui. Enfin voilà, donc je dis cherche quelque chose et trouve. Donc voilà, il a trouvé les nouveaux. Et puis en 3 mois, on signait un projet. 3 mois après, on signait un gros projet, mais un beau projet, quoi. Donc on a rebondi. On dit que plutôt que de nourrir du négatif et de l'agressivité, de la rancœur envers une mairie qui allait contre nos plans, c'est qu'il y avait autre chose pour nous. Oui, bah ouais, c'est un super parcours, hein. C'est vraiment hyper inspirant. Moi, je trouve ça génial de pouvoir le partager et de le diffuser parce que c'est riche. C'est super riche, merci beaucoup. Et on va revenir sur une des questions. Bon, je pense qu'on a répondu à beaucoup de choses autour des conseils qu'on peut transmettre aux gens qui vont écouter ce podcast. Entre l'imaginaire et le réel, on voit bien qu'il y a une évolution. J'aurais presque envie de dire que c'est une évolution. Tous les mois, il y a des changements. C'est peut-être... On a vraiment l'impression de ça. Et d'ailleurs, autre chose dont tu n'as pas parlé, c'est vous allez toujours plus loin dans l'innovation parce que vous avez même créé une plateforme en ligne, quoi, maintenant, avec une application. Oui. Ça aussi. Alors au début, on a travaillé, donc ça c'était
Au début, c'était pas du tout parti pour être ça. Au début, on a travaillé, donc on avait Geoffrey et moi, on travaillait ensemble, mais pas ensemble, parce qu'on avait chacun nos cabinets. Donc, on avait nos espaces. Donc, on se retrouvait pour échanger sur des cas cliniques, etc. Mais c'était tout. Puis après, on a eu Goéland. Et alors là, c'est tout dans le même panier. Personnel et professionnel, financier, enfin, tout est dedans. Et on était en temps d'éveil, en temps d'accueil, dans les recrutements des autres collègues. Donc voilà, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé aussi beaucoup d'ajustements. Et puis, c'est chacun dans ces situations complexes gère avec son stress, son émotion, son vécu, son histoire. Et du coup, bah, Geoffrey a géré d'une manière et moi d'une autre manière, ce qui a été compliqué d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Voilà. Donc, on met bille en tête, il fallait avancer. Et on a avancé. Et puis, le premier truc, c'était sauver la structure, sauver cette structure Goéland auquel on croyait et on avait même mis vraiment beaucoup dedans. Il fallait la sauver pour la stabiliser et puis que ça prenne son sens. Mais parce que si elle brillait, c'était aussi tout le familial qui brillait. Donc, on a le couple un peu entre parenthèses, la famille qui était là, on a essayé d'être les plus protecteurs possibles, mais l'idée là, c'était vraiment le boulot, goéland. Et quand ça s'est vraiment de plus en plus stabilisé, équilibré, que nos peurs un peu, enfin chaque année les exercices étaient positifs, l'équipe se stabilisait, etc. Il fallait se retrouver familialement parlant et en couple et avec peut-être un peu les prises de conscience de la réalité qu'on a des envies, des besoins différents. C'est vrai que moi j'ai pris sur certains points peut-être beaucoup de place et Geoffrey avait besoin de trouver aussi sa place d'une autre façon et on s'est dit pour avancer, il faut qu'on ait de nouveau chacun nos espaces. Voilà. Donc on s'est dit là, en plus c'était juste au début du confinement 2020. Ça devient vital. Il faut que maintenant qu'on a tout mis dans le même panier, il faut qu'on ait chacun notre panier professionnel pour retrouver des temps personnels et de couple. Donc, je dis, bah, moi, tout ce qui est goéland, formation, gestion d'équipe, je suis douée dedans. Je me forme, mais je suis plutôt douée. Même si je ne m'attendais pas à ça au début, hein, j'ai appris sur le tas. Donc ça, c'est moi qui gère. Et puis là, la question, c'était, ben, qu'est-ce que Geoffrey, toi, en quoi tu es doué aussi et qu'est-ce que tu as envie de faire qui nous équilibre les deux. Et puis lui, ça, c'était quelque chose, les réseaux, les applis, etc., c'était vraiment quelque chose qui lui parlait. Et du coup, bille en tête, il est parti dedans. Donc à l'origine, c'est quand même un projet, même si j'étais là présente un peu en arrière-fond, c'est un projet qui a été mis en place par Geoffrey, qui l'a modélisé, il a travaillé dessus pendant tout le confinement. L'idée, c'était de se dire comment on peut rendre accessibles ces conseils et ces guidances à des parents. On avait des amis qui regardaient sur des tutos, les YouTube, les Facebook, il y a tout et rien sur les conseils, les polémiques, on est sur les réseaux, c'est à qui va faire réenchérir pour avoir raison, mais du coup plus dans la polémique que dans un partage constructif. Donc on s'est dit comment on peut, il s'est dit, et puis en participant à la réflexion, comment on peut un petit peu généraliser, etc. Donc il a modélisé pendant 2 ans. Avec après du coup les vidéos qui ont été tournées avec beaucoup de professionnels. Donc il y a plus de 250 vidéos qui sont mises en ligne progressivement. L'idée de mettre en lien plus facilement, c'est ce qui est à Goéland ici, c'est que les familles peuvent pousser la porte, quel que soit l'âge, quel que soit le besoin, ou l'envie, ils peuvent pousser la porte et avoir un professionnel en face d'eux. Ça humanise beaucoup. Et là, l'idée, c'était comment ça peut se faire ailleurs aussi. Donc, il y a cette plateforme de mise en lien des professionnels de secteur et des familles, où les psychomotriciens s'inscrivent et puis peuvent laisser leurs coordonnées et puis peuvent avoir des premiers échanges. Et puis, s'il y a besoin, peuvent faire une visioconférence et s'il y a, une visio... un temps d'échange en visio. Et puis, si besoin, on peut faire des ateliers. Et puis, pas loin de chez nous, il peut y avoir des réponses, des aides, des accompagnements. Donc là, ça s'est terminé. Donc, c'est une appli web qui s'est mise en ligne début mars, fin mars. Fin mars, on avait commencé à trouver un premier développeur et puis il a fallu changer, donc ça a été retardé. On pensait la mettre en ligne plus tôt et donc on a tout rechangé en s'adapter. On a dit des premiers développeurs qui nous avaient aidés sur un truc, mais que ça allait pas. On a trouvé un autre développeur et on lui a dit c'est OK, mais là c'est 4 mois et donc novembre, mars, il a développé le truc, quoi.
Donc, Là aussi, ça répond bien à une problématique que nous, on a identifiée, c'est le fameux l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Donc là, on voit bien le cheminement, c'est qu'au départ, un peu tout était regroupé, mais que cet équilibre-là, il est indispensable pour s'épanouir, que ça soit dans les deux domaines. Voilà, avoir chacun son espace au travail pour pouvoir se retrouver en tant que couple. Et à l'inverse, c'est pareil dans le couple, trouver sa place au niveau personnel, pouvoir avoir à nouveau du temps avec sa famille pour pouvoir développer son travail. Donc c'est hyper intéressant ce cheminement que vous avez mis en place où chacun, vous avez réussi à retrouver un espace pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Et c'est trouver des un- gros défis, hein. Oui, mais ça fait grandir et puis c'est positif hein, parce qu'on vit des choses géniales. Enfin, voilà, en couple, en famille et puis en équipe à Goéland et avec les patients. Enfin, voilà, c'est enrichissant. Ouais, merci beaucoup parce que voilà, nous on aime dans l'association ce genre de témoignage, c'est très inspirant et justement on va revenir sur l'association. Donc nous on a 4 piliers justement pour développer la qualité de vie au travail, pour améliorer la qualité des soins hein, parce qu'on pense que c'est vraiment lié les deux. On peut pas avoir une bonne qualité de soins si on n'est pas bien au travail. Ça c'est un peu et puis c'est prouvé dans certaines études, dans pas mal d'études, hein, qu'il faut avoir une qualité de vie au travail. Et donc pour permettre ça, on pense que c'est important de renforcer le dialogue interprofessionnel, de permettre un mieux-être personnel, de trouver un équilibre vie pro, vie perso et de redonner du sens dans nos pratiques professionnelles. Donc moi, je voulais avoir un petit peu ton retour sur ces 4 axes. Pour nous, ça nous paraît totalement indissociable. On ne peut pas travailler que sur l'un. Voilà, donc c'était pour avoir un petit peu ton retour. Je pense qu'ils sont intéressants, ces piliers. C'est vraiment très complet, si je puis dire. C'est pas toujours évident à faire tous ensemble. Enfin, aujourd'hui, moi, l'équilibre personnel, il n'y est pas encore. Hein. J'ai beaucoup de retours. On me dit qu'il faut lever le pied. C'est vrai que je suis encore très dans le boulot et très dans le travail et parfois un petit peu trop à oublier de prendre le temps pour moi. Donc, mais je sais qu'il faut que j'y vienne. Ça, c'est très important. Donc, c'est à ne pas perdre de vue. Après, tu as dit... Le dialogue interprofessionnel, voilà. parce que ça aussi, donc créer le dialogue, je sais que c'est important, mais quand on crée ce genre de structure, vous avez d'autres professionnels. Est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'ils comprennent tout cet investissement que vous mettez en place? Parce que souvent, ça c'est le retour que j'ai eu d'une autre personne qui a créé un centre pédiatrique. Elle se sent des fois très seule, même si elle a des collègues qui travaillent et qu'elle a l'impression de porter le projet un peu toute seule, malgré l'équipe qu'il y a autour, mais ils n'ont pas été là dès le début, en fait. Voilà. Alors, il y a 2 choses. Je pense que nous, dans notre ouverture, on a ouvert avec 2 collègues, mais on a ouvert avec 2 collaboratrices qui étaient sur la rééducation. À l'époque, on ne pouvait pas les payer pour Goéland. Donc, elles adhéraient au projet, elles le trouvaient chouette, mais elles n'étaient pas partie prenante du projet. Et quand il a fallu s'adapter, nous, on était dans des situations de vie compliquées, donc il a fallu que nous, on s'adapte. Et ça a été des dommages un peu dommageables quand on parle de dommages collatéraux, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le bon terme et si c'est très positif, mais c'est un peu une frustration et un regret de notre part, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas restées dans le projet, parce qu'on ne les a pas assez soit impliquées, soit à l'époque, il a fallu réagir et du coup, ça n'a pas suivi ensemble. Donc, ça a été compliqué pendant 1 an. Et au bout d'1 an, elles sont parties et on a reconstruit l'équipe avec d'autres collaboratrices. Donc, aujourd'hui, on est 7 et on va bientôt être 9. Donc, ça grossit beaucoup. Mais du début, alors au début, on a voulu les protéger. Donc, elles sont rentrées. Par contre, tout de suite, c'était dans le projet global. Elles signaient pour tout et où elles ne signaient pas. Et on a plus une particularité de fonctionnement, c'est que quand on est à son compte, on est collaborateur et on est maître de son activité libérale. Mais à côté de ça, il y avait Goéland Éveil. Et là, il y a une éthique, il y a un projet d'équipe, etc. Donc, il fallait trouver le fait de dire, c'est pas nous, on n'est pas les patrons, vous êtes maître de votre activité libérale, mais on est garant quand même de la cohérence du projet global et notamment de l'insertion, rééducation, éveil et du fait que... Donc, et ça, on a appris aussi, nous, sur le terrain et on a appris en construisant avec les collègues.
Mais elle venait pour, donc elle le savait déjà d'avance. On s'était fait aider à cette époque-là par une psychothérapeute psychanalyste, donc on avait travaillé et le recrutement et le côté psychologique, recrutement des professionnels, etc., pour essayer de ne pas se planter sur le recrutement et de ne pas nous mettre en difficulté une nouvelle fois et puis les personnes qu'on recrute. Mais du coup, on a toujours beaucoup parlé, beaucoup discuté, fait souvent des réunions, toujours le plus très transparent, mais en même temps, on avait tellement vécu des choses difficiles qu'on a gardé beaucoup la maîtrise pendant très longtemps. Et au fur et à mesure que les choses se sont posées, là, ça y est, on délègue de plus en plus. Mais il y a eu un moment où c'était difficile parce que moi, j'étais peu présente professionnellement. Donc, il y a des choses qui glissaient un peu. Je travaillais beaucoup sur plein de choses. Donc, pour moi, une fois que c'était donné, c'est bon, ça devait bien se passer. Et là, depuis le début de l'année, on est reparti. On se voit alors en équipe tous au moins une fois par semaine pendant 1 heure et demie. Une fois tous les trimestres, on fait des soirées. Alors, il y a des fois, c'est des soirées thématiques professionnelles, mais il y a des fois, c'est thématiques relationnelles. Comment on vit les choses, qu'est-ce qui a été facile, difficile, comment on conçoit. Voilà. Il y a des fois, c'est nous, on leur présente tout le business plan. Alors, on a lu un bouquin d'entrepreneur, je ne citerai pas la grande marque, mais cet été avec Geoffroy, on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est vachement bien, donner les clés, les outils, être transparent. Donc voilà, on essaie de le faire. Et du coup, toutes les semaines, je vois tous les collègues 3/4 d'heure, individuellement, on se pose et on discute des projets, là où on en est, comment. Donc ça demande beaucoup de temps. Mais du coup, ça crée une dynamique qui est super, quoi. C'est pas chacun dans son coin, c'est vraiment. Alors, chacun a son espace identifié maintenant dans les nouveaux locaux. Ça, c'est très chouette de voir chacun construire son univers personnel. Et il y a tout le commun. Il y a 200 mètres carrés de commun. Et comment on vit dans ce commun, dans les projets communs, dans les différences et dans les champs qui nous rejoignent. Voilà, on a chacun des aspirations, des domaines qui nous plaisent le plus. Donc, voilà, comment chacun trouve se construire professionnellement de façon individuelle, mais au sein d'une équipe. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup parler. Oui, ça c'est super intéressant si on transpose dans les établissements de soins, les structures et tout ça, créer effectivement une vraie collaboration et un vrai dialogue interdisciplinaire en structure. Et on voit bien que c'est un vrai travail à plein temps ou presque, parce Oui. qu'arriver à voir les gens toutes les semaines, 45 minutes, moi je trouve ça génial aussi. Et voilà, c'est des choses qui devraient être mises en place aussi dans les établissements de soins en fait. Dans les établissements de soins et dans certains cabinets, parce que je fais pas mal de formations, du coup, je vois pas mal de professionnels titulaires de leur cabinet ou collaborateurs. Et c'est vrai que souvent, c'est une mise en commun de moyens avec l'envie d'être ensemble, mais comme on n'est pas au même moment dans la même structure, du coup, souvent, c'est chacun de son côté. Et je me dis, quand on est titulaire d'un cabinet, je ne mets pas à disposition une salle et j'encaisse la rétro. Enfin, on vient, on forme, on partage, on coach. C'est pour ça aussi qu'on est ensemble. Puis c'est pas clivant, chacun dans son coin, et puis nous, on est obligé de le faire. On travaille devant les autres. Il faut avoir vachement confiance en son collègue et au regard que le collègue peut porter sur notre pratique. Donc, si on n'est pas bien ensemble, c'est difficile. Et je pense que c'est important que ce soit en institution comme en libéral de se dire, c'est pas une mise en commun de moyens, c'est un projet de cabinet. Et du coup, c'est quand même au titulaire d'être à l'initiative de ça beaucoup. Enfin, C'est encore beaucoup d'investissement personnel parce que moi j'ai travaillé dans une maison de santé et j'ai essayé de mettre des rencontres une fois par trimestre. En vrai, on était 60 professionnels, il y en avait 6 qui venaient et si je préparais pas, il n'y avait rien qui se passait en fait. Donc c'est quand même aussi, à chaque fois on voit bien, c'est un véritable temps qui devrait être dédié et consacré et reconnu parce que de toujours tout faire d'un point de vue personnel, se former sur son temps personnel, créer ce genre de rencontres interprofessionnelles sur son temps personnel, à un moment on n'a plus le temps pour travailler. Et c'est un vrai équilibre qui est intéressant en tout cas à réfléchir et à questionner. oui. Voilà, on n'a pas il n'y a pas toutes les solutions, mais en tout cas, c'est à questionner parce que c'est intéressant. Oui. Sachant que les maisons de santé, normalement, ça fait partie du projet et c'est une obligation. Il y a des, enfin, je veux dire, nous, on a cette maison de santé qui, pareil, s'est construite à côté. Et quand on a travaillé sur le projet avec les médecins, etc., il y en avait qui venaient pour une mise à disposition de moyens, qui voulaient un cabinet pas cher.
Et sauf qu'une maison de santé, il y a un projet de soins commun. Il y a des projets de soins communs. Et donc ça, c'est important de se le dire et malheureusement, ce n'est pas toujours mis en place et suivi. Alors les gens sont peut-être le nez dans le guidon ou il y a besoin de toute façon, quel que soit le projet, il y a besoin d'éléments moteurs, de gens qui viennent porter, qui viennent. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde s'y mette et puis qu'ils sachent que c'est comme ça. Enfin, nous, quand on signe le contrat de collab avec les collabs, il y a la réunion hebdomadaire obligatoire. Il y a donc est obligatoire, mais en même temps, c'est un plaisir. On mangeait tous mal dans notre coin. Donc, je dis, plutôt que de manger mal, dans notre coin ou en réunion. Donc, chaque semaine, c'est quelqu'un qui fait le repas. Donc, on fait le repas et comme ça, c'est pas toujours le même. Et c'est un temps de retrouvailles convivial, mais on traite les questions je suis partie de l'institution pour arrêter de réunioniter. Le truc où je passe 3 heures chaque semaine, voire 6 heures à être en réunion pour ne rien dire parce qu'il faut être en réunion. Ça, c'est, voilà. Mais il faut des temps de rencontre, de partage, où on élabore. Et puis, il y a des fois, 1 heure, c'est pas suffisant. Du coup, on se cale la soirée. Mais comme c'est mis dedans et c'est mis au contrat de collab, ceux qui viennent avec ça. C'est le deal et elles sont contentes. Enfin, nous, on est contents, elles sont contentes. Après, c'est trouver le bon moment. Il y a des périodes, c'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est pas de dire on a dit c'est là, mais tout le monde est là quand il faut y être, quoi. Bon, merci encore pour ce témoignage sur le dialogue interprofessionnel. On a parlé un petit peu donc effectivement de ce mieux-être personnel, l'équilibre vie pro, vie perso, on en a parlé tout le long de la rencontre et redonner du sens. En fait, c'est la création de l'espace Goéland, ça a été pour continuer à donner du sens dans votre travail de psychomotricien quand même, c'était ça la clé. Oui, complètement. Donc c'est les 4. Donc, on va arriver à la fin de ce podcast. Je voulais savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Non, déjà remercier. Je suis très bavarde. Donc c'est toujours des moments chouettes. Pas forcément de parler de soi, mais de partager, puis de se poser. Puis du coup, ça permet de faire un peu la rétrospective de toutes ces années et de faire des petits bilans. Donc, merci beaucoup de m'en avoir donné l'occasion et de t'être adapté un peu au planning qui était un peu chargé. Donc, voilà, Merci beaucoup et puis bravo parce que c'est un super projet qui fait rêver beaucoup de psychomotriciens. Donc bravo. Merci beaucoup. Et donc est-ce que tu aurais une citation ou un mantra qui te revient régulièrement en tête et qui te permet de garder aussi le moral, d'avancer? Est-ce qu'il y a une phrase Alors, j'en ai 2, 3, mais souvent celle qui me revient, je ne vais pas la citer, elle est très longue, mais je vous invite à aller la lire. Il y a Nelson Mandela qui a fait un jour un discours d'introduction pour son intronisation à la présidence et qui a fait un discours sur la lumière, et puis sur le rayonner soi, en gros, et puis de dire qu'il faut avoir confiance il faut vraiment avoir confiance en soi et sa capacité à créer, innover, rayonner, donner et pas se dire est-ce que je suis capable, est-ce que oui, on est tous capables de quelque chose et il ne faut pas avoir peur de gêner les autres ou de s'amoindrir ou de se dire il ne faut pas trop que je bouge pour ne pas déranger parce que si je fais ça, non, il faut... Voilà, faut créer de la lumière, il faut rayonner, il faut oser, il faut se faire confiance et ça fait que les gens sont avec nous. Donc, je le dis un peu avec mes mots, mais lisez ce texte, c'est vraiment la lumière de Nelson Mandela, c'est vraiment quelque chose qui me porte souvent et il y a des fois, je me dis, bon, allez, ouais, quand rebondis et puis continue, voilà, c'est pas parfait, mais tu es sur un chemin qui est chouette, donc voilà. Oui, donc merci. Donc Nelson Mandela, c'est ta lumière et je pense que ce podcast et cette interview, donc toi Gaëlle, tu seras aussi la lumière pour beaucoup dans leur cheminement perso, professionnel et dans leurs réflexions. Donc merci beaucoup. Merci encore. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solerlab.org. Solaire, lab, SOLAIR, LAB.org.
Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.